le pays respirait fortement. C'était le 22 avril 1922. Haïti est sous occupation américaine et Jacques-Stéphane Alexis naît au Gonaïves. Il est quelque part prédestiné à cette carrière littéraire, politique qui va faire sa renommée, puisqu'il provient d'une famille de politiques, d'intellectuels connus. Son père est ambassadeur. D'ailleurs, il sera ambassadeur en Europe entre 1926 et 1930, ce qui fait que Jacques-Stéphane va passer quelques-unes des premières années de sa vie en France, entre 4 et 8 ans. Ce qui aura pour conséquence aussi de l'amener à débuter sa scolarité au collège Stanislas en France, une institution catholique privée. Et quand il reviendra en Haïti en 1930, alors âgé de 8 ans, eh bien, c'est au collège Saint-Louis de Gonzague qu'il va poursuivre sa scolarité jusqu'à la classe de terminale. Son parcours dans des institutions catholiques a dû avoir une certaine incidence sur l'individu qu'il est devenu, forcément, et sur ses écrits. Je rappelle qu'en 1957, Alexis a eu une polémique riche et dense avec le père Salgado autour de son deuxième roman, Les arbres musiciens. Une fois ses études secondaires terminées, Alexis rentre à la faculté de médecine. Il sera médecin. Mais pendant qu'il poursuit ses études de médecine, il s'investit dans la vie culturelle, dans la vie politique. Il devient membre du premier parti communiste haïtien. Il publie à ses 23 ans son premier texte sur J'ai lucide d'Hamilton Gaout, un essai critique qui sera très très bien accueilli. Il va fonder après, vers 1945, la revue La Ruche avec René Despestre, entre autres, Gérald Bloncourt. Il publiera sa rubrique Lettres aux hommes vieux. Mais avant, il a été aussi responsable du journal Le Caducée de la faculté de médecine. Donc c'est un jeune homme très actif, étudiant brillant, élève brillant, étudiant brillant, individu engagé, citoyen engagé, il s'investit, il se donne à fond dans un certain nombre d'activités et fils de son père, il est également un jeune homme de grande érudition. Tous ses compagnons le disent, Alexis a toujours été le premier à lire les ouvrages nouvellement parus et à les partager avec ses amis, à discuter. Donc c'est un homme qui a très tôt compris que les idées devaient circuler, devaient être partagées, discutées, pour les mettre à portée de tous et faire avancer les choses. Donc c'est un peu ce profil-là que nous avons d'Alexis dans les différents témoignages, dans les différents textes que l'on peut lire sur sa vie. Son engagement politique va avoir certaines conséquences. La revue La Ruche, qu'il a cofondée avec Despestre, va être extrêmement impliquée dans les événements connus sous le nom de la Révolution de 1946, qui va amener la chute du président Élie Lescaut. Et la junte militaire qui va récupérer le pouvoir après la chute de Lescaut va poursuivre un peu tous ces jeunes militants qui ont continué à occuper les rues pour amener le changement souhaité. Et son père, Stéphane Alexis, voyant le danger arriver, parce que c'est un homme quand même qui a une carrière et qui connaît un peu notre milieu, ben, il va le convaincre, il va le supplier de laisser Haïti pendant quelque temps, d'aller poursuivre les études de sa spécialisation souhaitée en neurologie en France. Et c'est ainsi qu'Alexis donc partira d'Haïti en 1946 pour sa spécialisation en France. Donc en France, il va continuer, il va étudier, il va travailler, il va se marier. D'abord, une première fois, avec Françoise Montes, avec laquelle il aura une fille en 1951, Florence Alexis, que nous connaissons très très bien ici, dont il divorcera quelques années plus tard, avant de se remarier, une seconde noce avec André Roumer, qui lui donnera un fils, Jean-Jacques Alexis, quelques 8 ans plus tard. Donc il y a 8 ans de différence entre Florence Alexis et son frère Jean-Jacques. Et
Alexis est très célèbre pour une lettre écrite à sa fille Florence Alexis. Parce que vous comprenez, il laisse la France, donc il laisse sa fille et son épouse de laquelle il a divorcé. Il rentre en Haïti, donc entre Haïti et la France, nous sommes dans les années 50. Et le voyage prend du temps, le voyage est long. Et c'est un père aimant, un père très présent, qui sait qu'il va manquer à cette fillette. Et donc, il a écrit cette lettre qui est devenue un classique et que l'on reprend régulièrement et qui explique le rapport privilégié que jusqu'à présent et l'attachement que Florence Alexis manifeste jusqu'à présent à son père. Alors, il ne s'est pas contenté de se spécialiser en neurologie, de se marier, d'avoir des enfants. En France, Alexis s'implique également dans les jeunesses communistes. Donc, il continue avec son engagement politique. Il fréquente les cercles littéraires, il fréquente Aragon, il fréquente toute l'intelligentsia caribéenne, antillaise, noire américaine qui se trouve à Paris au cours de ces années-là. Donc, il fréquente Aimé Césaire, il fréquente également Richard White, il fréquente en fait tout le groupe de Harlem qui est en contact avec les étudiants caribéens antillais en France. Eh bien, Alexis est de ce groupe-là, ce qui va expliquer d'ailleurs qu'il soit parmi les premiers intervenants au premier congrès des artistes et écrivains noirs à Paris en 1956. Donc, il est près de toute la mouvance de présence africaine. Il est proche d'Alun Diop, d'accord, et des auteurs qu'il avait rencontrés. Beaucoup de ces auteurs, beaucoup de ces gens-là, ce sont des gens qu'il avait rencontrés déjà en Haïti au cours des années 40, puisque vers les années 44-46, Haïti était un centre culturel en grande ébullition qui avait reçu, grâce à Oumain, Wilfredo Lam, Aléo Carpentier, André Breton, les Césaires sont passés par là. Et donc, Alexis a retrouvé tout ce monde-là à Paris. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que tout ce monde-là est à la fois engagé sur le plan culturel, sur le plan littéraire, mais également sur le plan politique. Et donc, le profil d'Alexis n'est pas un profil singulier pour l'époque. C'est un profil qui est celui de tous ces jeunes issus de pays anciennement colonisés, encore colonisés, et qui utilisent leur savoir, qui utilisent la littérature, qui s'investissent dans les journaux, qui s'investissent dans les revues, pour mener également une lutte contre la colonisation, pour mener également une lutte contre la colonisation, pour mener également une lutte d'ordre idéologique. Donc, en fait, voilà un peu ce qu'a été la vie de cet homme. Mais vous voyez un peu, dit comme ça, c'est un peu caricatural quand même. C'est des dates, c'est des faits. Ça ne nous permet pas de rentrer dans les profondeurs de l'individu. Et pour ça, il y a ses œuvres. Pour ça, il y a ses écrits. Alexis, impliqué dans tous ces mouvements politiques, voyageant d'Asie, en Europe, dans la Caraïbe, dans l'Amérique latine et en Haïti, trouve le temps également, à côté de ses conférences, à côté de ses essais publiés dans les journaux, trouve le temps d'écrire des romans. Et en 1955, il va publier son tout premier roman, Compère Général Soleil, qui sera, dès sa sortie, considéré comme un chef-d'œuvre. Ce sera une œuvre à grand succès, qui va d'ailleurs frôler le prix Goncourt lors de cette année-là. Suivront très rapidement ses autres œuvres, puisque Les Arbres musiciens est publié très rapidement en 1957. En 1959, suivra L'espace d'un ciment. Et en 1960, son romancero Aux étoiles. Alexis est également l'auteur d'un roman posthume qui a pour titre L'étoile absinthe et qui rentre, semblerait-il, dans une série qu'il avait imaginée et qui aurait débuté avec L'espace d'un ciment autour du personnage
principales de cette œuvre, La Niña Estreita et Glantina. Donc, une œuvre, une vie dense, des réalisations énormes sur un temps très court, puisque Alexis, nous le savons tous, ça a été immortalisé dans le très beau film d'Alain Antonet, Mort sans sépulture. Jacques-Stéphane Alexis est donc porté disparu depuis le mois d'avril 1961. Revenu en Haïti pour organiser le parti qu'il avait créé en 1959, le Parti d'entente populaire. Il va être arrêté du côté du Môle Saint-Nicolas avec 4 de ses compagnons, dont je vous cite les noms, Charles-Adrien Georges, Guy Béliard, Hubert Dupuis, Nouillet et Max Monroe. Et à partir de ce moment-là, on n'aura plus de nouvelles d'eux. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses sur la disparition d'Alexis. Certaines voudraient qu'il ait été tué et enterré sur place. D'autres voudraient qu'il ait été ramené à Port-au-Prince où il serait mort, exécuté au Fort Dimanche. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de témoignage des hommes au pouvoir à l'époque qui permettrait de trancher définitivement sur les causes de sa disparition et peut-être qu'on n'aura jamais, qu'on ne connaîtra jamais totalement la vérité. Donc Alexis a disparu à l'âge de 39 ans en laissant quand même une œuvre qui nous permet de prendre la mesure de ce qu'a été ces quelques années, moins de 4 décennies passées et sur Terre. Il nous a laissé une œuvre dense, riche. Il a touché à différentes sphères, les écrits politiques, puisqu'il est le co-auteur du manifeste du Parti d'entente populaire, un ouvrage sur le marxisme, 4 romans, un recueil de contes et de nombreux articles traitant de la peinture, traitant de la religion, traitant de l'ethnologie, traitant de sujets divers, puisque Alexis a été de tous les débats de son temps. C'est un fonceur, une personnalité soucieux de comprendre, d'explorer, de rendre intelligible sa réalité. Et donc, il y a très peu de domaines dans lesquels Alexis n'aura pas été présent durant ces quelques années passées sur Terre, durant ces 39 ans passés sur Terre. Alexis est l'auteur de nombreux écrits. Je commencerai par citer ses lettres. Il y en a 2 qui sont célèbres. D'abord, sa lettre adressée au président François Duvalier, en juin 1960, sa lettre adressée à sa fille Florence Alexis, ou encore sa lettre aux hommes vieux, qui date de ces années à la revue La Ruche. Il y a également ses œuvres théoriques. Alexis a laissé également une œuvre théorique issue de conférences prononcées devant ses pairs. Un de ses textes théoriques les plus connus, c'est bien entendu du réalisme merveilleux des Haïtiens. Il y a également Où va le roman, le florilège du romanesque haïtien, qui sont des œuvres théoriques qui reviennent le plus souvent. Ces lettres, ces écrits sur la peinture haïtienne sont revisités aujourd'hui, mais c'est vrai que ce ne sont pas les écrits qui sont le plus souvent mentionnés d'Alexis. Et puis, bien entendu, il y a le manifeste du Parti d'entente populaire, son ouvrage sur le marxisme et les œuvres qui occupent le haut du pavé, bien entendu, ces œuvres fictionnelles qui ont fait l'objet de traductions dans beaucoup de langues et qui font partie de programmes d'études dans beaucoup d'universités en Amérique latine, dans la Caraïbe et dans certains pays d'Europe. Donc, lire Alexis, c'est lire un de nos meilleurs auteurs,
un de nos auteurs les plus représentatifs, un dont l'œuvre littéraire, l'œuvre politique, la vie professionnelle ont fusionné dans ses productions pour nous donner des œuvres d'une qualité exceptionnelle, indémodable, je ne dirais pas indépassable, mais certainement indémodable. Lire Alexis, c'est lire un humain qui, malgré ses faiblesses, aura été au plus près de ce que nous pouvons produire de meilleur.